Bonsoir. Les titres, les travaux d'exploitation de la société Bel Air Mining vont bientôt démarrer avec un défi à relever. Faire de la Guinée le premier producteur mondial de bauxite, c'est une vision du président de la République. Il était ce matin sur le site à Bofa. Nous irons à Mandiana et à Sirguiri sur les places de Koundian et sur les plaines de Koundian et Bouka. C'est l'heure de la récolte du riz. La campagne est officiellement lancée sur place. Le directeur général des unités de production agro-industrielle, il supervise les opérations. Et puis elle change le visage de Bambeto, voire de la capitale. On les appelle les tours jumelles de Conakry. Elles ont pris forme. Les travaux sont exécutés à 95% et tout cela à un prix 70 millions de dollars. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Direction Palais Sékou Touréa pour commencer. Le chef de l'État veut booster le secteur agricole. C'est l'une des priorités de son programme de société. Et ce vendredi, le président Alpha Condé a reçu en audience des responsables du groupe de la Banque mondiale qui souhaitent accompagner la Guinée dans ce programme. Sanassi Keita. Le président de la République rencontre les responsables du groupe de la Banque mondiale. Les échanges entre professeur Alpha Condé et ses personnalités portent sur le développement de l'agriculture guinéenne. Une agriculture aujourd'hui en pleine mutation, avec sans nul doute les nombreux soutiens apportés par le chef de l'État au monde rural. Mon collègue Olivier, qui représente la SFI, il y a notre expert, M. Adama, qui est à la tête d'une grosse mission, vous les avez vus. Ils sont à la fin d'une mission de 2 semaines pour discuter sur les programmes d'intégration et de développement de l'agriculture en Guinée. Nous avons beaucoup de projets. D'ailleurs, ma collègue a fait le point avec le président tout à l'heure. Peut-être qu'on n'est pas bien connu, on va faire un peu plus d'efforts. Mais aujourd'hui, on a discuté d'un projet vraiment transformateur qui s'appelle le projet Agribusiness. On l'appelle aussi Enclave, ça c'est du jargon, mais qui vise à aider la Guinée, au-delà des investissements de base, d'optimiser les opportunités et surtout en impliquant le secteur privé. Le président de la République, comme d'habitude, a profité de l'occasion pour nous dire tout ce qu'il fait et nous a interpellés pour qu'il l'accompagne. Un soutien sans faille du groupe de la Banque mondiale à la Guinée pour la mécanisation de son agriculture. Toute chose qui prouve à suffisance la volonté qu'affiche jour après jour le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour le développement de l'agriculture guinéenne. Une manière de faire de ce secteur le levier du développement économique de la Guinée. Je vous le disais en titre, ce qui concentre l'attention ce soir, lancement des travaux de Bel Air Mining à Bofa par le chef de l'État. La société annonce une production annuelle de 5 à 10 millions de tonnes de bauxite, pendant que le président de la République veut faire de la Guinée le premier producteur mondial de bauxite. Le point avec Ibrahima Keita. Après l'ouverture officielle du site de Bel Air Mining par le président de la République en février 2017, professeur Alpha Condé était encore sur ce site ce vendredi. Le président de la République est venu cette fois lancer la phase d'exploitation des mines de Bel Air Mining. Avec plus de 20 millions de dollars d'investissement, ce projet a permis la réalisation d'une mine à ciel ouvert pour une production allant de 5 à 10 millions de tonnes par an. Une route de 25 km relie la mine au poste d'embarquage. Cette cérémonie marque la phase active de ce projet ambitieux, voulu et soutenu par le président de la République. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la performance de Bel Air Mining, membre du groupe Alpha Mining Limited, qui en un temps record de 18 mois et grâce au report d'amélioration du cadre d'investissement, et je voudrais citer en particulier le guichet unique mis en place pour faciliter l'octroi des permis et autorisations que le président de la République a initié. Cette société a pu construire, développer et exploiter sa mine dans la préfecture de Bofa, tout en contribuant au développement socio-économique de la région à travers la construction d'infrastructures communautaires et la promotion d'emplois et achats locaux.
a précisé que le code minier guinéen donne la priorité au contenu local. Déjà, ici à Bel-Air, plus de 40 projets communautaires sont répertoriés et financés par la société Bel-Air Mining. Il s'agit entre autres du centre de santé, d'écoles, de panneaux solaires, de forage et surtout du financement de certaines activités des jeunes et des femmes. Ce projet a contribué également au développement des communautés et du pays hôte. Ainsi, 3000 postes ont été créés pendant la phase de construction et plus de 2 milliards de francs guinéens ont été investis dans le projet communautaire. Aujourd'hui, 95 de notre effectif de 1300 est guinéen et 47% de nos travailleurs sont issus des communautés locales. Faire de la Guinée le pôle d'attraction de l'industrie minière mondiale, tel est l'objectif à court terme du président de la République. C'est pourquoi le pays s'est doté d'un code minier incitatif. Ce projet prouve que la Guinée est ouverte pour les investissements. Le succès de Bel-Air Mining est une invite à d'autres investisseurs et sociétés, particulièrement britanniques et américaines, à venir investir en Guinée. On compte donc sur Bel-Air Mining pour attirer d'autres sociétés américaines et anglaises à leur emboîter le pas, dans les mines, mais aussi dans d'autres secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les infrastructures, etc. La Guinée regorge de beaucoup de potentiel et on souhaite pas seulement être premier dans les mines, mais on voudrait aussi être premier dans d'autres domaines d'activité, notamment dans l'agriculture, l'industrie, l'énergie, les infrastructures. Et les programmes qui ont été lancés, notamment l'initiative présidentielle pour l'agriculture, les agropoles qui arrivent, dans l'énergie avec les différents barrages, nous prédisposent à vraiment atteindre ces objectifs. Filiale du groupe Aloufer, Bel-Air Mining, à partir de cette date, est parti pour plus de 140 millions de tonnes de bauxite. Nous avons été vraiment très contents des éloges que les autorités guinéennes ont fait à Bel-Air Mining pour son approche en matière de développement communautaire et de protection de l'environnement. Les contacts directs que l'ambassade a eu avec la société civile œuvrant dans la région de Bofa sur le contenu local confirment l'engagement sincère d'Aloufer à faire en sorte que les populations locales bénéficient directement de l'exploitation de la mine. Nous espérons qu'Aloufer sera considéré comme un bon exemple d'exploitation minière et de développement que d'autres pourront suivre. Je dois saluer le rôle de son Excellence le Président de créer les conditions des investissements dans ce pays. En commencement avec l'élection de son Excellence, on a rétabli la démocratie, on a créé la stabilité économique et politique dans ce pays. Avec le code minier, les codes d'investissement pendant son premier mandat, on a créé la confiance pour les investisseurs. Je sais que ce projet aujourd'hui, c'est le premier mine, c'est la première concession faite sur le nouveau code guinéen des mines. Un code qui garantit en qualité, en termes de respect d'environnement, de respect pour les communautés. Un code très moderne dans lequel Aloufer et ses investisseurs ont respecté et même ont fait plus qui était demandé par le code. Au nom du président de la République, Adja Fatou Haribo a invité les populations de Bel-Air et de Bofa à soutenir les actions de cette société. Je voudrais tout d'abord féliciter la société Aloufer pour le lancement officiel de l'exploitation de la mine de Bel-Air Mining, en ligne avec le programme de valorisation de nos ressources minérales
et le développement économique que nous avons amorcé en 2011. C'est aussi un pas vers l'objectif de la Guinée de devenir le premier producteur mondial de bauxite. Nous félicitons notre président de nous projeter devant le monde entier. Cette réussite, nous constatons aujourd'hui, est à mettre à l'actif des promoteurs qui sont d'horizons divers, États-Unis, Grande-Bretagne, Nigeria, etc. Le président de la République leur adresse ses vives félicitations, ainsi qu'à notre compatriote qui a fait partie des initiateurs de ce projet. Je me réjouis, au nom du président de la République, qu'après ma dernière visite, à l'UFER a lancé le processus de recrutement d'entreprises locales pour l'entretien de la route et le transport du minerai. Bel Air Mining doit continuer à renforcer la promotion du contenu local et celle du développement communautaire, notamment dans l'agriculture. Monsieur le Président de la République invite les populations de Bofa et surtout les jeunes, les femmes, à soutenir les actions de cette société, à maintenir la quiétude sociale dans cette localité, condition préalable de tout développement. Il est important de souligner que cette société ne résoudra pas tous vos problèmes, mais main dans la main, beaucoup de solutions seront trouvées à vos difficultés. C'est donc parti avec Bel Air Mining pour une production annuelle de 5 à 10 millions de tonnes de bauxite par an. Toutes choses qui tendent à faire de la Guinée le premier pays exportateur de bauxite. Retour à Conakry, on va s'arrêter à l'Assemblée nationale qui vient d'adopter 4 conventions. Toutes concernent l'exploitation, l'entretien et la maintenance des installations de production hydroélectrique des barrages de Kaleta et Swapiti, ce qui va accélérer le projet d'interconnexion du réseau électrique des pays de l'espace Mano. Le point avec Robert Silitono. Le programme des bassins fluviaux et le projet énergie étaient au cœur de la rencontre des ministres en charge de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. 10e du genre, cette session extraordinaire a également examiné le rapport sur l'exécution du budget de l'année 2018 du Haut Commissariat et le projet de convention portant sur les modalités de financement des ouvrages communs. Le propre fonctionnement de l'OMVG, à sa structure, nous avons discuté d'une façon détaillée de l'évolution des travaux d'interconnexion, tous les travaux de l'OMVG, du projet énergie, et voir comment les États peuvent contribuer et aider l'OMVG, le commissariat, et tout ça qui a été mobilisé, les entreprises et nos partenaires techniques là pour pouvoir mettre en œuvre ces projets importants pour la sous-région et pour le développement de nos pays et nos États. Les ministres de l'OMVG ont aussi évoqué le non-acquittement des États membres de leurs contributions financières. Ceux-ci sont appelés à verser les cotisations d'ici la fin de l'année pour accélérer le projet énergie de l'OMVG, un projet dont les travaux de construction du poste électrique de l'INSAN ont été lancés hier jeudi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'INSAN va recevoir non seulement la ligne de l'OMVG, il va recevoir la ligne Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, la grande ligne l'INSAN Fomi qui va alimenter en énergie la Haute-Guinée et la forêt, la ligne Guinée-Mali, et aussi le poste recevra en même temps la ligne d'interconnexion de transport d'énergie de l'Organisation pour la mise en œuvre du fleuve Sénégal. Et il y abritera également le dispatching régional. En plus de la production et de la fourniture de l'électricité, la réalisation du projet énergie de l'OMVG permettra également la construction d'infrastructures sociales pour les différentes communautés des pays membres, à savoir la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal.
Vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage sur la tenue à Conakry cette semaine du Conseil des ministres de l'OMVG. On revient donc sur ces 4 conventions adoptées par l'Assemblée nationale. Je le disais tout à l'heure, toutes concernent l'exploitation, l'entretien et la maintenance des installations de production hydroélectrique des barrages de Kaleta et Swapiti. Le point avec Robert Siditono. Le premier texte de loi adopté porte sur le contrat de concession relatif à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance de l'installation de production hydroélectrique de Kaleta. Le second texte de loi porte ensuite sur le contrat d'achat d'électricité entre la société de gestion de Kaleta et la société d'électricité de Guinée et de Chi. Pour le ministre de l'Énergie, ces conventions concrétisent ici la volonté d'agir pour le développement durable du pays. Ce sont des conventions phares pour l'exploitation de Kaleta et de Swapiti. J'aime bien dire le complexe Kaleta-Swapiti pour que, après la construction du barrage de Kaleta, qu'on ait une bonne gouvernance, une bonne gestion de ces infrastructures, une meilleure maintenance afin que les ouvrages, les équipements qui seront en place ici puissent servir encore longtemps la Guinée, pour plus de 50 ans, voire plus. Dans le but de renforcer la production énergétique en faveur d'une interconnexion entre la Guinée et les pays voisins, l'Assemblée nationale a par ailleurs adopté la convention relative à la construction, à l'exploitation, à l'entretien de l'installation hydroélectrique de Swapiti. À cela s'ajoute le contrat d'achat d'électricité et d'exploitation de Swapiti pour une capacité de production de 450 MW avec un financement de plus de 1567 millions de dollars américains. Nous saluons quand même le fait de construire des barrages sur ce fleuve Concours. Il faut absolument qu'il y ait une mission d'enquête parlementaire soit au niveau du département pour qu'on nous explique comment les marchés ont été attribués à CW, aussi que les dispositions concrètes soient prises pour préserver l'environnement du fleuve Concours. Les experts projettent la fin des travaux de la construction du barrage de Swapiti pour fin 2019. Comment financer le PNDES? Les enjeux sont importants pour notre pays. Et ce vendredi, le Premier ministre les décline sur la table lors d'une rencontre avec les bailleurs de fonds. Objectif affiché, convaincre les partenaires publics et privés internationaux d'appuyer le plan national de développement économique et social. Un dispositif institutionnel est mis en place et les promesses pourraient aller au-delà des attentes. Compte rendu, Adi Kamara. C'est une réunion entre le gouvernement et les partenaires au développement. Les participants se sont penchés sur le lancement du dispositif institutionnel de suivi et évaluation du PNDS. Nous avons proposé 52 projets phares que nous avons mis sur la table, que les partenaires ont apprécié. Et maintenant, tout l'effort qu'on est en train de faire, c'est d'obtenir le financement pour ces projets, de s'assurer que ces projets sont mis en œuvre et de s'assurer que les objectifs visés à travers ces projets sont atteints. L'objectif est d'annoncer formellement la signature de l'arrêté aux principales parties prenantes, gouvernement et partenaires. Il s'agit aussi de remobiliser les différentes parties et les sensibiliser aux enjeux de la mise en œuvre du dispositif institutionnel de suivi et évaluation avec en prime faciliter son opérationnalisation. Nous venons de recevoir les orientations de son Excellence Monsieur le Premier ministre et du gouvernement à travers Madame la ministre du Plan pour l'opérationnalisation du dispositif institutionnel de suivi et évaluation du PNDS. Je pense que tous les piliers du PNDS, que ce soit la gouvernance, le développement du capital humain, la production économique et l'autonomisation des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes, sont au cœur du développement de la Guinée et aussi touchent à la vision des objectifs de développement durable. Le cadre était opportun pour définir les prochaines étapes et leur agenda. Pour le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, la signature de l'arrêté mettant en place le PNDS est une étape très attendue et le cadre de concertation est l'organe de pilotage du PNDS et requiert l'implication totale des parties prenantes.
Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana a rappelé que cette réunion marque une nouvelle dynamique pour la mise en œuvre du PNDS et l'opérationnalisation du dispositif institutionnel de suivi et évaluation doit être un succès à la hauteur de celui du groupe consultatif en novembre 2017. Ce samedi 1er décembre, c'est la 30e journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion pour les partenaires techniques et financiers de renouveler leur engagement à intensifier la riposte à la maladie. Et cette année, le thème retenu sera « Connais ton statut ». Assez interpellant, les représentants de l'OMS, de l'ONU SIDA et le Premier ministre se prononcent sur le sujet. Suivez. Pour les efforts dans le diagnostic et le traitement, le VIH-Sida constitue un réel problème de santé publique dans le monde. La maladie touche 36 millions de personnes sur la planète et la séroprévalence tourne autour d'1,7% en Guinée. D'énormes progrès ont été faits dans le diagnostic et le traitement de cette maladie et des maladies opportunistes qui lui sont associées, et les efforts de prévention ont permis d'éviter des millions de nouvelles infections. Pourtant, le rythme de ces progrès ne correspond pas aux ambitions internationales. Le nombre de nouveaux cas d'infection à VIH ne diminue pas assez vite. Certaines régions sont à la traîne et les moyens financiers restent insuffisants. La stigmatisation et la discrimination entravent toujours l'accès à la prévention et au traitement, en particulier chez les populations les plus à risque, à savoir les homosexuels et les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe, les transgenres, les usagers de drogues injectables, les détenus et les migrants, ainsi que les jeunes femmes et les adolescents. À l'occasion de cette célébration, le gouvernement guinéen réaffirme son engagement à efficacement lutter contre cette maladie. À cette occasion, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et à celui du gouvernement, m'incliner pieusement devant la mémoire des victimes de cette terrible maladie. Je tiens également à saluer le courage et la foi des personnes vivant avec le VIH qui se battent tous les jours contre le poids de la maladie, mais aussi contre la stigmatisation et la discrimination quotidienne qu'elles subissent. Qu'elles trouvent ici l'expression de notre compassion et de toute notre solidarité. En 2015, le monde entier s'était fixé comme ambition d'atteindre l'objectif des 3,90 à l'horizon 2020. C'est-à-dire 90% des personnes connaissent leur statut sérologique. 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité sont tous sous traitement antirétroviral. 90% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée afin qu'elles restent en bonne santé avec un risque réduit de transmission du VIH. Connaître son statut sérologique est le thème retenu cette année pour commémorer cette journée mondiale de lutte contre le VIH en Guinée. Je vous amène à Dabola, au centre de la Guinée. Là-bas, des moyens sont mis à la disposition des structures sanitaires pour une meilleure prise en charge des interventions. La subvention prend en charge plusieurs pathologies comme le paludisme, la tuberculose ou le VIH-Sida. Un programme de l'équipe Pays Fonds mondial, comme le montre ce reportage de Maroufba Adama Traoré. Au centre de la Guinée, la ville de Dabola. Dans cette préfecture, le district sanitaire se renforce de plus en plus grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. La prise en charge du paludisme, de la tuberculose et du VIH-Sida constitue la principale priorité des autorités sanitaires. Et les résultats se font sentir. Le taux de prévalence du paludisme est en chute libre depuis plusieurs années. Quant au VIH-Sida, les antirétroviraux ARV sont disponibles. Ces différentes pathologies sont en passe d'être maîtrisées dans les 10 centres et les 23 postes de santé que compte la préfecture de Dabola.
Depuis que nous avons commencé la CPS, c'est-à-dire la chimioprévention du paludisme saisonnier, les cas ont nettement baissé parce que même l'hôpital nous signale ça. Que les cas que nous avions au début, nous n'avons plus ça. Nous estimons que vraiment la chimiothérapie préventive du paludisme a vraiment donné. Pour mieux s'imprégner de cette avancée dans la lutte contre ces 3 maladies à Dabola, une mission du Fonds mondial est sur le terrain pour observer de près cette réalité. Dans cette salle, tous les partenaires impliqués dans cette lutte échangent avec les cadres sanitaires pour mieux partager les améliorations à faire dans l'éradication de ces pathologies. Nous sommes assez satisfaits de l'impact que le fonds puisse avoir pour la santé des populations des Guinéens, surtout par la disponibilité des entrants, surtout par la formation duquel ils ont pu bénéficier pour pouvoir prendre en charge surtout les plus vulnérables, soit les nouveau-nés, les enfants et les femmes enceintes, et surtout par la disponibilité de moustiquaires qui permet les familles de pouvoir prévenir cette maladie qui atteint tant de Guinéens. Leur attente sur l'intensification, sur la mise à échelle continue, parce que nous avons introduit cette fois-ci l'approche communautaire avec les agents de santé de façon intensive. Et j'aurais souhaité à ce que la pérennisation et que l'appropriation s'accompagnent, étant donné qu'ils sont en train de voir de nouvelles dynamiques avec les communes de convergence. Comment est-ce que le programme PALU peut s'intégrer dans cette dynamique pour que de façon de proche à proche que les autres sous-préfectures puissent être intégrées. Cette première tournée de suivi des activités financées par le Fonds mondial dans ces 3 volets va toucher les préfectures de Dabola, Kouroussa, Kankan et Sigiri. On va parler des mines. Et en Guinée, la réglementation et l'organisation de ce secteur conformément au processus de Kimberley est en débat. C'est un projet des pays membres de l'Union de l'espace Mano. Le projet entre dans sa 2e phase, 2 ans après le lancement de la première. Abdulkarim Kamara. Par le processus de Kimberley, un autre élan est amorcé dans l'espace Mano River Union. En 2017, une nouvelle approche de réglementation et d'organisation des mines de ces 4 pays est née. Elle est l'œuvre de l'Union européenne et de la coopération allemande. Après 2 ans d'expérimentation, l'heure est à la revue des réformes engagées en Guinée. Avant de projeter une nouvelle vision, la coordination de l'approche est à l'écoute de tous les acteurs. Pendant ces 2 ans, les 4 gouvernements ont bien collaboré ensemble et suite au succès réalisé, je crois, les 2 partenaires ont décidé de continuer dans une 2e phase. Et grâce à cette collaboration, effectivement, nous voulons mettre en place un nouveau projet basé sur les succès qu'on a enregistré pendant la première phase. Et continue this and build up upon the previous good work. Du ministère des Mines à la société civile, en passant par les corporations de l'or et du diamant, tous les problèmes sont passés au peigne fin, notamment la contrebande. La 2e phase du projet sera lancée en 2019. Elle a comme principe fondateur la synergie d'action. Nos efforts aujourd'hui, ça donnait beaucoup de résultats. Au moins, il y a 90% des enfants qui sont partis à l'école. Tu trouveras des enfants, bien sûr, en train d'exploiter des mines. L'État est en train de nous appuyer parce que l'État aussi est contre cela. On a une vision d'après-mine parce qu'il faut aller sensibiliser, éduquer ces populations pour orienter, n'est-ce pas, notre boussole à d'autres activités autres que les mines. Et on a eu à installer dans les transfrontalières les groupes Foucault pour pouvoir contrôler le passage frauduleux, n'est-ce pas, du diamant. 3 actions sont indispensables à la nouvelle vision. Il s'agit de renforcer les capacités des structures étatiques. Ensuite, donner une visibilité au travail des agences d'application de la loi. Vient enfin l'accompagnement des communautés par l'implication de la société civile. Chapitre agriculture. Je vous le disais en titre, les dés sont jetés pour la récolte de riz dans les compagnies agricoles des armées. La campagne est officiellement lancée par le directeur général des unités militaires de production agro-industrielle. Les premières opérations sont enregistrées à Koundia et Bouka, à l'intérieur du pays. Reportage de sergent-chef Marcel Massanduno, correspondant de la presse militaire.
C'est une vaste campagne de récolte de riz dans les 4 compagnies agricoles du pays. Cette année, il n'y a pas eu d'énorme rendement de riz à Koundjan suite à des averses qui ont provoqué une inondation très avancée sur les plaines rizicoles des armées et celles des populations environnantes. Les résultats obtenus sont estimés à 50% de réussite à Koundjan et 85% à Bouka dans Dinguiraï. Il y a une calamité naturelle qui est venue bouleverser le calendrier agricole. Du mois de juin, août, septembre, jusqu'à la première quinzaine du mois de novembre, il y a eu inondation sur toute l'étendue de 1000 hectares cultivés. Ça a joué sur le rendement. Le commandement des unités militaires de production agro-industrielle est aujourd'hui à pied d'œuvre pour appuyer le ministère de l'Agriculture en vue de gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire dans le pays, ambitionné par le président de la République, professeur Alpha Condé. Je profite de l'occasion, et ça c'est au nom de mes chefs hiérarchiques, pour remercier Monsieur le Président de la République. Nous avons vu tous les efforts qu'il est en train de fournir dans le cadre de la réforme de l'armée, mais aussi tous les efforts qu'il est en train de fournir dans le cadre de la relance du secteur agricole. Aujourd'hui, grâce à la plateforme, dans le cadre du programme présidentiel, nous pouvons, par la plateforme Cobri, essayer de commander une moissonneuse batteuse. La moissonneuse batteuse qui est derrière moi ici, c'est dans ce cadre-là. Et puis qu'on a commencé cette récolte, par le biais de cette plateforme, nous parvenons quand même à faire un travail magnifique. C'est des machines qui sont rapides. Pour mieux préparer les saisons prochaines, ces agronomes militaires sollicitent l'aménagement des plaines de Monchon, Tindo, Bouka, mais aussi le réaménagement de la plaine de 1000 hectares de Koundjan dans Mandjana, en renforçant les canaux d'irrigation et des digues de protection. Et puis à Dabola, c'est aussi l'heure des opérations de récolte et de post-récolte. On va s'arrêter dans un petit village de la localité où de plus en plus les jeunes s'intéressent à l'agriculture. C'est le cas quasiment dans tout le pays. Et ce soir, on va se rendre dans un champ de riz entretenu par un jeune fonctionnaire. Là-bas, et vous allez le voir, la moisson est pleine de promesses. Témoignage en images dans ce reportage de notre équipe sur place, Fodé Camara, Sadoubari. Des épis bien remplis. Un arrêt sur image annonciateur d'une bonne moisson dans le secteur de Toumania. Dans la localité de Sept Baobab, à Dabola, à 32 km de la sous-préfecture de Biciklima. Ce champ de riz est cultivé par Ibrahima Diallo. Expert juriste, consultant et chef d'unité environnement à l'administration et contrôle des grands projets de la présidence de la République, ce fils du terroir est un jeune champion du monde rural. En 2 ans d'expérience, il a déjà acheté 2 tracteurs et une moissonneuse batteuse pour les opérations de préparation du sol et de récolte. Un investissement de 650 millions de francs guinéens. La première idée qui sous-tend ce projet est de pouvoir dire aux jeunes cadres guinéens qui ont la possibilité d'avoir un minimum de 50 millions par an que lorsqu'on se retourne dans les champs, on pourra faire rêver nos parents et on pourra révolutionner notre production agricole. Et ça, c'est l'idée sociale qui sous-tend ce projet et employer nos parents. Au-delà de ce périmètre de Toumania de 135 hectares, le riz exprime tout son pouvoir végétatif sur 90 hectares dans les villages de Falafala et de Soronto, soit en tout 228 hectares valorisés par Ibrahima Diallo au compte de la campagne agricole 2018. Professeur Alpha Condé. Je suis contente d'avoir un tel champ de riz. Je suis fière du président de la République, professeur Alpha Condé. Et je lui demande de nous appuyer afin de promouvoir ce genre d'initiative. C'est ce qui nous permettra d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Même les plus démunis peuvent vivre grâce à ce champ. Par cette action contre la faim, ce jeune paysan fonctionnaire
compte faire du centre géographique de la République l'épicentre de la production des cultures vivrières. Une vision soutenue par les autorités locales. C'est pour moi une grande joie, c'est pour moi une opportunité aujourd'hui de tendre la main à tous les fils de Dabola, à tous les fils de la Guinée. Où ils se trouvent, c'est de venir s'investir dans leur localité. Ce jeune-là nous a montré un exemple palpable aujourd'hui, c'est vraiment salutaire. Malgré l'enclavement de sa zone de production, Ibrahima Diallo compte couvrir ses 650 millions d'investissements en 3 ans d'activité. D'ores et déjà, pour la campagne agricole 2019, il remet la barre de ses prévisions à 500 hectares. Et puis Conakry aussi a désormais ses tours jumelles. Elles surplombent Bambeto et viennent s'ajouter à la longue liste d'hôtels que compte notre pays depuis l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir. Le chantier avance et l'investissement est estimé à 70 millions de dollars. Ousmane Ba. L'hôtellerie, un secteur en plein essor en Guinée. Après l'inauguration de plusieurs établissements hôteliers, les autorités visitent d'autres chantiers pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Première étape, les tours jumelles de Welika Kimbo à Bambeto. L'architecture moderne de 27 étages et 3 sous-sols surplombe la ville de Conakry. Les 2 tours totalisent 200 appartements et 23 chambres d'hôtel. Une piscine, des salles de sport, dont un terrain de golf électronique. Tout y est prévu pour le confort et le bien-être. L'investissement a déjà atteint 70 millions de dollars. C'est des résidences. Quand on parle de résidences, tout est prévu. Il y a les salles de gymnastique, il y a les salles de coiffure, de manucure, pédicure, il y a une salle de simulation golf, il y a un supermarché, il y a dans le grand hall où on va faire des conférences, on a une salle réservée pour le night club, pour les jeunes la nuit. Vous voyez un chantier de piscine de dimension internationale. L'équipe composée de techniciens a aussi visité Azalai Hotel situé à la corniche de Koléa. Ici, sur l'ancien abattoir de Conakry, c'est un bâtiment R+8 qui est en train de pousser. La fin des travaux est prévue pour octobre 2019. Puis cap sur Riviera Royale, où les travaux d'extension de l'hôtel sont à 95%. L'offre chambre a nettement augmenté. Si à un moment donné, on n'avait qu'environ 300 chambres recommandables, actuellement, à ce rythme, on va avoisiner bientôt les 3000 et qui sont recommandables. Regarde, sur le plan infrastructure hôtelière, le problème est réglé. Les autorités en charge du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat ont également visité les installations des vendeurs d'objets d'art du jardin 2 octobre. Ici, des questions relatives à la construction d'un marché artisanal à Conakry ont été évoquées. On termine avec un portrait. On le connaît pour son combat au sein de la société civile. C'est l'une des grandes figures du mouvement social guinéen. Mamadou Taran Diallo change de camp et fait son entrée dans le gouvernement Kassori comme ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Un nouveau défi pour l'ancien patron du mouvement publié Ce que vous payez. Qui est-il? Makale Soumano le présente. Le nommant ministre du département de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Depuis, la concession de Mamadou Taran Diallo ne désemplit pas. Parents, amis et voisins passent à tour de rôle féliciter le promu. Cet inspecteur des services financiers et comptables est né il y a 66 ans à Tarambali, dans l'Abbé. Connu pour son combat en faveur de la reddition des comptes et la transparence publique, le nouveau ministre de la citoyenneté se soucie déjà des résultats. Une première réaction, si vous voulez, de satisfaction. Et une deuxième réaction de souci pour pouvoir mériter la confiance et être à la hauteur des tâches et des fonctions sur lesquelles je vais être mesuré, apprécié et évalué. Marié et père de 2 enfants, Mamadou Taran Diallo est un produit de l'école guinéenne. Il a fréquenté l'école primaire de Tarambali, puis le lycée technique de l'Abbé, avant l'Institut polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il est détenteur d'un diplôme d'études supérieures DES de l'école supérieure d'administration, option comptabilité-gestion.
Pour ce qui est du vaste chantier qui l'attend, Mamadou Tarandialo a sa petite idée. L'unité nationale et la citoyenneté sont d'abord des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de formation sur des bases. Et ensuite, prendre des mesures qui vont accompagner ces actions de sensibilisation. Là-dessus, compter sur tout le monde, sur les lois de la République, sur la tradition, sur la modernité et sur les lois de la République. Le tout nouveau ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté trouve sur sa table l'organisation de la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Là-dessus, il dit attendre d'avoir les pieds dedans pour pouvoir agir. C'est un rappel, le gouvernement guinéen porte à la connaissance de la population de la capitale que la journée de participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry Ville Propre, aura lieu ce samedi 1er décembre 2018 de 6h à 11h. Il est donc porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation et du stationnement sur la chaussée de 6h à 11h. Sont exemptés de cette mesure les usagers ci-après: les ambulances, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques, ainsi que toute autre personne disposant d'une autorisation spéciale. Le gouvernement encourage vivement une grande participation des citoyens de Conakry à cette démarche afin de continuer à conférer à cette campagne une réussite totale. Et puis, suite à la décision gouvernementale relative à l'assainissement de la ville de Conakry, le directeur central de la sécurité routière avertit dans un communiqué que tout contrevenant sera interpellé et immobilisé en fourrière suivi d'une forte amende. Conakry le 30 novembre 2018. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Trècheville, Makori et à la 7e tranche dans la commune de Cocody à Abidjan. L'info continue sur notre site rtgcoloma.info. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.